Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une base de données avec Python pour stocker par exemple des cours de bourse. Une base de données, c'est bien mieux que des fichiers et nous nous en servirons prochainement pour stocker des historiques de cours de bourse. Alors, il faut commencer par le début, on va apprendre à créer une base de données, créer des tables dans la base de données, à les alimenter et à les lire. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dans un projet Python dans VS Code. Je vous invite à créer un fichier, par exemple db init.py, et on va utiliser la librairie SQLite, SQLite 3. Donc vous allez dans le terminal, faites new terminal. Si vous ne savez pas comment installer Visual Studio Code et votre environnement Python, eh bien j'ai fait une vidéo qui vous montre comment installer votre environnement Python. Si vous voulez la voir, cliquez en haut à droite, le lien s'affiche. Donc pour installer SQLite, vous tapez pip install SQL, c'est le langage des bases de données, Lite, SQLite, il y a un L en moins, c'est SQLite 3, voilà, mais avec un seul L. Et vous tapez Entrée, et ça va installer cette librairie. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Donc ensuite, on va faire import SQLite 3. Et on va en profiter pour se faire une petite classe Python. Une classe, c'est un modèle d'objet et on va instancier cette classe pour avoir différents objets. Donc, commençons par le début. Je vais l'appeler initializer. Et on va mettre object dedans. En fait, ça veut dire que cette classe hérite de l'objet object. Hériter, ça veut dire que son parent, c'est la classe object. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ces détails, il faut juste mettre object. Et dedans, on va définir des méthodes. C'est comme des fonctions. Et je vais l'appeler execute. La différence avec une méthode qu'on met en dehors d'une classe, c'est qu'il faut toujours mettre au moins le paramètre self. Self qui réfère l'objet de cette classe-là. On va voir tout à l'heure comment ça marche. Et je vais mettre un petit code minimal dedans, voilà. Je vais afficher execute. Voilà, bon pour l'instant comme classe, c'est pas terrible. On va exécuter le programme, donc if name avec 2 underscores égale main. Donc si je lance le script comme programme principal, voilà, en fait quand on a plusieurs, moi j'ai plusieurs scripts, on peut importer d'autres scripts. Voilà, j'ai importé une librairie, mais j'aurais pu importer du code qui est dans d'autres fichiers Python. Et là, ça dit que je vais exécuter ça uniquement quand j'ai lancé ici ce fichier-là. Donc je vais faire objet 1 égale, et je vais appeler la méthode de cet objet. Donc ça va me créer l'objet. Normalement, il devrait m'afficher execute. Je l'exécute et c'est bien ce qu'il fait. Alors, compliquons un peu la chose pour que vous compreniez ce que c'est en fait les objets et les classes. Je vais faire def init. Ça, c'est une méthode qui va être appelée chaque fois que l'objet va être créé. Et je vais importer une classe librairie qui me permet de générer un identifiant unique. Donc, je vais créer une variable d'instance, c'est-à-dire une variable qui est associée à un objet. Je vais l'appeler id. Et je vais utiliser ma librairie UUID. Alors, UUID, ça veut dire Unique Universal ID ou Universal Unique ID.
Et il y a une méthode 4 qui va me générer un ID unique. Et donc là, dans cette méthode-là, je vais afficher, donc avec la notation F, je mets une accolade et je vais appeler self, donc l'attribut d'instance, par opposition à l'attribut de classe. Voilà. Alors je vais mettre l'attribut de classe. Voilà, je suis parti dans un cours sur les objets. Je vais mettre classe attribute. Voilà, donc là il me dit qu'il n'est pas défini, il faut que je mette self. Donc je vais créer un premier objet et j'en mets un deuxième. Et je mets objet2.execute. On va voir ce que ça va donner. Donc chaque objet a un identifiant unique. Par contre, le class attribute est le même. Bon, tout ça, je vais le mettre dans un fichier. Voilà. J'ai demandé à ChatGPT aussi de me générer un petit programme là. Donc on va d'abord faire ça. Comme je mets dans un bloc if, il faut que j'indente tout ça, voilà, avec tab. Et je vais mettre ma classe à moi. Voilà, on peut en mettre plusieurs. Donc je vais d'abord avoir mon code, et puis après le reste, celui de ChatGPT. Oui, il manque le UUID. Je débug. Voilà, donc ça c'est mon code. Je fais F10 ou je clique là-dessus pour passer au code suivant, à l'instruction suivante. Voilà, donc ça on l'a déjà vu. Ensuite, myClass, elle a un class attribute de 10. Là, ça m'a affiché 10. Maintenant, je crée un nouvel objet, myClass, en lui passant 20. Je passe 20, donc on appelle ça le constructeur. Il va mettre dans un attribut d'instance et pas de classe 20. Voilà. Et j'affiche class attribute. Ça va être toujours 10. Maintenant, myClass, je change, je lui mets 30. Là, j'appelle cet attribut de classe, je l'ai seté, c'est-à-dire je lui ai mis une valeur sur le type ou la classe. En fait, ça, c'est le type ou la classe. Et obj1, c'est une instance, c'est-à-dire on a donné vie à un objet sur le modèle donné par la classe. La classe ou le type TYPE, c'est un patron qui permet de créer des objets, d'accord? Donc objet 1 c'est l'instance et myClass c'est le type. Donc là je set, c'est-à-dire je mets une valeur dans class attribute au niveau du type. Donc on affiche 30, c'est normal. Et ça a mis à jour aussi le class attribute de l'instance. Voilà, en fait, si on crée plusieurs objets du même type, si on set le class attribute
du type, ça va modifier la valeur de l'attribut de classe dans tous les objets de cette classe. Maintenant, je mets à jour class attribute dans objet 1. Ça n'a pas changé celle du type, mais par contre ça a changé celle de l'objet. C'est un peu tricky, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà comment ça marche. Maintenant, je crée un nouvel objet. Et le class attribute, il est toujours de 30. Et si je... Où est-ce qu'elle était l'instruction? Je prends myClass et je mets 10 à la valeur de l'attribut de classe. Et j'affiche celui des deux objets, des deux instances. Normalement, ça devrait être 10. Donc je relance en debug. Là, j'appuie ici pour aller au prochain breakpoint. Eh bien non, j'ai mal prédit la chose. En fait, ce qui se passe, c'est que si j'avais fait ça au début, ça aurait mis à jour les deux. Mais en fait, maintenant, je vais me remettre en debug. Dans objet 1, en fait, il y a class attribute qui vaut 40. C'est ce qui est dit ici, en fait. Pourquoi, quand on modifie l'attribut de classe, ça n'a pas d'impact sur objet 1? C'est parce que une nouvelle variable d'instance est créée. Même si elle a le même nom, quand on appelle la variable sur l'objet, ça crée, enfin, en tout cas, ça porte sur une variable d'instance. Bon voilà, c'est un peu compliqué, mais vous avez à peu près les grandes lignes ici. Donc on va revenir à notre exemple de database. J'enlève ça. Et je vais créer une base de données. Alors pour créer une base de données, c'est simple. On crée un objet qui s'appelle connexion. Voilà, donc on se connecte à la base de données et elle va être créée la première fois. Donc j'utilise SQLite 3 et je fais connect et je lui donne un nom. Voilà, je vais appeler ma base.tb. Ensuite, je vais créer un curseur, donc c'est ce qui va me permettre de faire des requêtes sur cette base de données. Donc c'est l'objet connexion est un objet et on appelle cursor. Je vais faire une première requête. Donc une requête, c'est quelque chose qu'on envoie à la base de données pour créer des tables, insérer des données, modifier des données ou lire des données. Alors là, je fais un petit intermède pour vous expliquer ce qu'est une base de données. En fait, c'est une zone de stockage. Dedans, elle est organisée par schéma, mais ça, on ne va pas l'aborder. Un schéma, c'est un ensemble de tables. On va rester simple. Dans une base de données, il y a des tables. On voyait ça comme un tableau, comme une feuille Excel. Chaque table est composée de colonnes et de lignes. Voilà, il y a plusieurs tables, chaque table a un nom. C'est comme si on mettait plusieurs feuilles Excel dans une zone de stockage. Et une table, c'est organisé par colonnes, il y a des colonnes, et il y a des lignes. Et souvent, chaque ligne a un numéro qu'on appelle index, ou clé primaire. C'est un identifiant unique qui permet de récupérer toute une ligne avec toutes ses colonnes par un numéro. C'est vraiment comme une feuille Excel, il faut le voir de la même façon. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire des requêtes sur ces tables et entre diverses tables avec un langage qui s'appelle SQL. Voilà à quoi ressemble le langage SQL pour une sélection, c'est-à-dire pour récupérer des données, entre deux tables qui sont liées par une foreign key. Bon, c'est très technique, mais c'est une colonne qui permet de lier
de table. On va chercher le nom de la personne, la ville de l'adresse de la personne. From, ça veut dire qu'on va chercher dans les tables personne et adresse. Et where, c'est une clause qui permet de relier justement ou de filtrer les données. Donc on va chercher toutes les données dont l'adresse ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'adresse, ou l'index de tout à l'heure, est égal à adresse.id. Donc il faut que dans la table personne, il faut que l'identifiant de l'adresse soit égal à l'identifiant de la ligne dans la table adresse. J'ai oublié un S. Et on va ordonner tout ça par le nom de la personne. Mais revenons à notre code. Et ça se fait par la méthode execute sur l'objet cursor. Et dedans, je mets une chaîne de caractères entre des groupes de 3 cotes. Alors, les 3 cotes, en fait, ça sert à mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Et la syntaxe dans SQLite, c'est ça. Donc on va écrire create table, parce que dans une base de données, il y a des tables. C'est en fait comme des tableaux ou des feuilles Excel avec des données dedans. Et on va la créer uniquement si elle n'existe pas. Ensuite, on va lui donner un nom. Alors, pour bien distinguer, il est d'usage de mettre les instructions SQL en majuscule. Voilà, donc comme ça on verra bien le nom de la table et je vais l'appeler cotation, pluriel. Ensuite on met une parenthèse et dedans je vais mettre un identifiant, toujours mettre un identifiant, qui va être une clé primaire, c'est-à-dire c'est l'identifiant unique qui va nous permettre de retrouver un enregistrement. Un enregistrement, c'est ce qu'il y a dans une table, c'est une ligne d'une table. C'est le numéro dans la feuille Excel, si vous préférez. On va mettre symbol ID, donc c'est le code de l'action. On va mettre la date, donc on va mettre comme ça au format texte. Le prix, qui est un real, donc c'est un nombre réel. Et la taille, c'est-à-dire le volume, qui est un autre nombre réel. En fait, c'est un entier, mais peu importe. Sur une crypto, c'est un nombre réel. Voilà, on n'a pas oublié les parenthèses, c'est parfait. Voilà, donc ça va me créer la table. Ensuite, je vais faire une requête qui va m'enregistrer des données dans cette table. Alors cette requête, elle est plus simple, c'est insert, donc ça c'est du SQL, into, ça veut dire dans la table. Je mets le nom de la table, et ensuite je mets des parenthèses. Je ne mets pas l'identifiant, il va être créé tout seul, et je mets le nom des autres colonnes. Il faut mettre le nom des autres colonnes. Voilà. Et ensuite, je mets values avec des points d'interrogation. Donc il ne faut pas se tromper, là il y en a 4. Il y en a autant que des colonnes. Ensuite, je sors de la chaîne de caractères et je mets mon tableau de valeurs. Donc pour le symbole, je vais mettre APL. Pour la date, alors je ne sais pas trop quel est le format. 2024 03. C'est plus ça. Là.
Ensuite, il faut un prix. Et puis un volume. Voilà. Je vais envoyer une autre ligne. Là, c'est le 3 mars. Et là, elle vaut 284. Et puis le volume, c'est 4000. Voilà. Une fois qu'on a inséré les données dans la base, eh bien, il faut les lire. Alors pour les lire, on va faire un select. Donc la requête, c'est un select. On va mettre les colonnes de la table. From le nom de la table. On fait un order by time exchange. Ensuite, on positionne une variable qui est égale à ce que retourne la requête. Et ça, c'est on appelle la méthode fetchAll sur le curseur. Ensuite, on fait une boucle sur les lignes. On crée une variable ligne. Après la boucle, il faut indenter. Et là, on va caster dans des variables. Je recopie. Le contenu de la ligne. Donc ça, c'est une fonctionnalité Python. Ça veut dire qu'on va mettre dans ces variables le contenu d'une ligne renvoyée. Donc ça correspond aux colonnes renvoyées par la requête. Et donc on va afficher ces valeurs-là. Et ensuite, eh bien, il faut fermer le curseur. On fait un petit commit sur la connexion parce qu'on a inséré des données dans la base. Et après, on ferme la connexion. Voilà. Et puis, je vais enlever ça. Voyons si cela marche. Je vais me mettre en debug. Alors normalement, j'ai créé la base. Elle s'appelle ma base. Et donc j'ai bien un fichier parce que c'est une base, pas comme certaines bases de données comme MySQL ou PostgreSQL. C'est une base, on va dire, embarquée. Il y a un fichier qui porte le nom qu'on a mis là, qui est créé. Le journal, il contient les données qu'on a insérées avant de faire le commit. N'essayez pas de regarder ce qu'il y a dans le fichier, c'est illisible, c'est du binaire. Donc là, j'ai inséré mes deux lignes, je fais mon petit select, je récupère les lignes, on va voir si ça fonctionne bien. Et je récupère mes valeurs. Vérifie que c'est bon, oui. Voilà, j'ai mes deux lignes qui sont récupérées. Je ferme mon curseur, je fais un commit et le fichier journal disparaît. Et je ferme ma connexion. Et voilà, on a inséré des données dans une base de données qu'on a créée et une table qu'on a créée également. Et ensuite, j'ai lu ces données. Alors maintenant, on peut créer une autre classe qui va nous permettre de lire les données. Ça, c'était la classe d'initialisation.
là, on va rouvrir notre connexion. Et puis je vais copier mon select avec tout ça. Et là, j'ai pas besoin du commit parce que je ne mets pas à jour la base. Là, je vais le mettre en commentaire. Je crée une variable pour stocker l'objet. Et je vais lire mes données. Donc là, je l'exécute. Et ça me donne le même résultat. On a vu que quand on a fait l'insertion, on n'a pas mis un ID, une clé primaire, elle a été générée automatiquement. Et ça a commencé à 1, puis après, la deuxième, elle a une valeur de 2. Voilà, on a créé une table dans une base de données qui peut stocker des cours de bourse. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment le faire effectivement. On verra comment récupérer les cours de crypto et on verra comment récupérer des cours d'actions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller sur mon blog trading-attitude.com et de vous inscrire à ma mailing list, soit par la pop-up qui apparaît ici, soit en haut de chaque page, vous avez un formulaire, donc vous saisissez votre meilleure adresse email et vous recevrez non seulement 20 fiches gratuites, mais en fait ça sera 165, et aussi un cours gratuit, entièrement gratuit, sur 30 jours, dans lequel je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir et pas plus pour apprendre la bourse, apprendre le trading. Au bout de ces 30 jours, vous saurez quoi faire pour investir et trader en bourse. C'est entièrement gratuit, donc profitez-en et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.